Alors, l'histoire, en fait, l'hypothèse, ça serait en fait une histoire d'amour entre les plantes à fleurs qui apparaissent vers 110, 130 millions d'années et les pollinisateurs. Sur les 2 millions d'espèces connues aujourd'hui, 250 000 pollinisent, c'est fabuleux. Hein, quand on parle des abeilles, vous allez parler des abeilles, demain on parlera des abeilles à l'émission de radio. Les abeilles qui disparaissent en Chine, parce qu'on a bourré les paysages de saleté, de pesticides, d'insecticides. Les femmes font, c'est les mecs qui font tout le reste, comme d'ailleurs, hein, c'est les femmes qui font le travail à la place. Si on perd les abeilles et tous les pollinisateurs, c'est au bas mot 180 milliards d'euros par an. Voilà, un merveilleux service rendu par les écosystèmes. Ça coûte gratos, ça coûte rien. Et au Moyen-Orient, on a perdu 85% des abeilles. Je lisais la thèse de Thomas Jefferson, je ne sais pas qui est agriculteur Thomas Jefferson. Il raconte que pour les Amérindiens d'Amérique du Nord, bon, les gens du Mayflower arrivent aux USA avec des abeilles. Ils ont des ruches dans le bateau. Hein. Ils ont des ruches avec eux. L'humain a toujours aimé les ruches. Et donc l'abeille européenne se répand sur le continent nord-américain, c'est pas la même qu'on a là-bas, il y a plus de 1000 espèces d'abeilles. Et là on voit effectivement l'abeille européenne qui part aussi vers l'ouest, à la conquête de l'ouest, comme l'ont fait les colons de nord. Et les Indiens racontent que, un mois avant l'arrivée des colons, ils savaient qu'ils arrivaient parce qu'ils voyaient cette nouvelle abeille et qui précédait en fait le front des colons. Alors, bien sûr, au départ, les plantes à fleurs qui apparaissent à cette époque-là se font féconder par les espèces qui existent, les coléoptères et les hélictères, les punaises, et les mouches, les hélictères, puis après apparaissent deux groupes nouveaux fantastiques pour la pollinisation, les hyménoptères, justement les abeilles, les guêpes, les fourmis, les frelons, et bien sûr les papillons. C'est une sorte d'amour entre les papillons qui apparaissent à cette époque-là, et les plantes à fleurs. Avec des choses extrêmement sophistiquées. Si vous avez vu le film Pollen, le parcours du combattant d'un coléoptère qui veut absolument sucer le sucre du fond de la fleur, qui tombe d'un machin qui se rattrape rapidement, mais en passant par les conduits très étroits, ils se couvrent, bien sûr, hein, du pollen de là pour aller féconder celui d'à côté. Vous avez des relations de coévolution entre les orchidées et les bourdons fabuleuses. Le bourdon, il éjacule son sperme de une orchidée, croyant féconder une femelle de bourdon, hein, qui a exactement non seulement la forme des voies génitales de sa femelle, mais son odeur, il a trouvé son odeur en plus, c'est magique. En fait, il ne féconde pas du tout une femelle de bourdon, il féconde la fleur. Hein. Et ça, c'est vrai que ça s'est apparu à cette époque-là. Dernière idée, on a parlé d'endémisme tout à l'heure, c'est vrai qu'en mer, l'endémisme est beaucoup plus rare que sur Terre. Alors, quelques images pour vous faire rêver du fond marin sur les faunes et les fleurs marines. Ça, c'est la Méditerranée. Les images de Laurent Ballesta. Vers des fonds un peu plus profonds, là, on est sur des sources hydrothermales, au moins 1800 mètres de profondeur. Des fumeurs noires ici, des formes très bizarres quand on est sur des grands fonds, effectivement, qui font toujours rêver. On est sur des choses tout à fait extraordinaires, des grands fonds océaniques. Alors, maintenant, la question qui est posée aujourd'hui, c'est un papier dans Nature, on est en mars 2011, le papier nous dit, est-on en train de poser les conditions de la 6e grande crise d'extinction? Il y en a eu 5 jusque-là. Est-ce qu'on est en train de créer les conditions de la 6e? Et là, le responsable, ce n'est pas un impact de météorites géantes, hein, ce n'est pas effectivement du volcanisme intense, comme les trappes du Décan, ou bien lors de Sibérie, il y a très longtemps, lors du 3e accident de crise d'extinction, il y a 245 millions d'années. C'est le résultat d'une seule espèce, sur les 2 millions connus, qui s'appelle elle-même Homo sapiens. Il fallait quand même le faire pour s'appeler Homo sapiens. On se pose un peu, on réfléchit là, c'est Linné. Hein. On est avant la Révolution française, et Linné, il décrit les espèces. Dans la journée, il en fait 100, il fait les éléphants, les girafes, les grenouilles, les machins, il fait l'humain, Homo sapiens. On dirait, quand vous regardez aujourd'hui les relations entre les humains, allumez la télé tout à l'heure en rentrant, hein, et entre les humains et les non-humains, alors qu'on a appelé des bestioles Acrox, Ferox, Horribilis, Horridus, Gulan, et bien nous, ça s'appelle sapiens. Je crois qu'il y aura qu'on ait un peu plus d'humilité dans le futur. Et si on n'est pas capable de devenir réellement sapiens durant ce siècle, c'est celui-là, on est dedans, hein. On vit cette époque en ce moment tous ensemble ici. Hein. Ça risque de très mal se terminer cette histoire-là, y compris pour l'océan. Alors, on dit souvent, les journalistes, hein, monsieur le professeur, vous voulez sauver la planète. La planète, elle s'en fout. C'est pas son problème, la planète. Ce qu'on veut sauver, c'est le bien-être de l'humain sur la planète. C'est tout à fait différent. Je ne veux pas que l'humain tombe dans une situation de trop mal-être. 7 milliards aujourd'hui, 9 demain. La question est réellement posée, ça va vite. Hein. Depuis que je suis né, hein, il est dépassé de demi-siècle, un petit peu. Population humaine multipliée par 2,6. 2,6. 3 fois plus d'humains que dans les fin des années 50, début des années 60.
c'est quand même beaucoup pour cette pauvre planète. Ben, je m'en fous. Hein. De toute façon, il y aura des bactéries avant, et puis il y aura des bactéries après, et puis c'est tout. Hein. Donc, raison bien sûr, destruction et pollution. Regardez une plage ici à Shanghai, c'est pire que la journée sur mer que Bali du jour au lever. C'est pire à Shanghai. Hein. Trouvez 20 cm pour mettre un grande toilette et vous allez gagner sans marcher sur les trottoirs de la copine à côté. Ça, c'est clair. Ça. Deuxième raison, surexploitation, la forêt tropicale, les pêches. On pêche de plus en plus petit, de moins en moins. C'est dramatique. Je vais y revenir. Troisième raison, dissémination d'espèces partout qui deviennent invasives. Ce petit dinoflagellé marin s'appelle Alexandrium. Ce génial petite cellule qui vit dans l'océan, il émet une toxine quand vous l'embêtez, qui vous tue un humain en 20 minutes. Et ça, on le met dans les ballastages de grands pétroliers géants, et on transporte l'Alexandrium de Rotterdam à Hobart en Tasmanie, ou bien à Abu Dhabi, en transportant de mer. C'est un vrai drame. Ça, ce sont des images faites dans des cuves de dockers géants, ce sont des salmonelles, des légionnaires, des virus d'hépatite, dans les cuves du pétrolier géant. Il y en a partout. Ce pétrolier, il se remplit d'eau de mer à Rotterdam, il vit dans l'eau de mer en arrivant à l'endroit, il va prendre du brut, et il repart. Et en permanence, c'est comme ça. Ça, c'est un problème dramatique, ça. Et enfin, le climat. Le climat, je mets qu'en 4e position. Hein. En biodiversité, vous savez, c'est foutu, de toute façon, le climat a changé, on n'y peut rien. Je suis désolé. Bon, le climat, il change, ça c'est clair. Et il faut être de très mauvaise foi pour dire que l'homme n'est pour rien, et insiste là-dessus. Hein. Je dis ça encore à la ministre l'autre jour. Bien sûr qu'il est pour quelque chose. Ceci étant dit, c'est que la 4e cause. Et le climat, je crois qu'on ne fera pas les efforts pour l'empêcher de changer. On va avoir 6 degrés de plus à la fin de ce siècle. Les prévisions du GIEC, chaque fois, elles sont battues. Les pires sont atteintes. Donc, il faut qu'on s'adapte. Ça va être difficile, hein. On va avoir chaud, on va avoir des tempêtes, on va avoir des vagues géantes. Ça va être difficile. Des pluies, là, il ne pleuvait pas. Il ne pleuvra plus là, il pleuvait. La Méditerranée va complètement s'assécher au niveau des pluies sur la périphérie, par la mer. Mais bon, par contre, on peut très bien faire quelque chose contre la surpêche de thon rouge en Méditerranée, bien entendu, pour ne pas transporter partout un tas de saleté qui a mis des problèmes. Et ou le verbe de ne pas polluer, ne pas détruire, bien sûr. Là, on peut faire quelque chose. Alors, le climat qui change dans l'océan, c'est pas que la température, c'est aussi la remontée du niveau des océans, et c'est aussi, bien sûr, le pH, l'acidification de l'océan, qui est uniquement lié au CO2 que produit l'humain. Hein. On émet du CO2, il y a l'atmosphère. Là, il y a un dilemme cruel. Hein. Ou bien il reste dans l'atmosphère, et là, gaz à effet de serre, température monte. Deuxième système, l'océan le prend en nous, on est ravis, hein, l'océan en prend 40%. Ici dans l'océan, manque de chance, CO2 plus H2O, ça fait de l'acide carbonique, et l'océan s'acidifie. L'océan est 30% plus acide qu'il y a 30 ans. C'est gigantesque, hein. Le pH ne dit pas l'échelle logarithmique. Hein. À la fin de ce siècle, l'océan sera 50% plus acide. Et ça, le vivant, c'est pas vrai. Ça faisait 100 millions d'années que l'océan avait le même pH 8,18. On a 8,08, on sera en dessous de 8 à la fin du siècle. Température, le vivant se débrouille avec ça, pas trop vite. Le pH, ça va être un problème d'acidité. Hein. Dans le travail fait dans le millénaire, en 2005, les présidents de la République se sont réunis à Reykjavik et ils décident de faire un gros travail pour le nouveau millénaire. On demande à 1400 chercheurs du monde entier de fournir le meilleur ecosystem assessment, un livre sur quel est l'état de la planète au niveau écologique. Conclusion en 2005, vous téléchargez l'ouvrage ce soir en rentrant chez vous, il y a un résumé de 80 pages en français, et ils disent deux choses. D'abord, ils remettent au bout du jour ce qu'on appelle la notion de service rendu par les écosystèmes, et deuxièmement, ils disent que les espèces disparaissent à un rythme, il disait à l'époque, entre 100 et 1000 fois plus vite que celui qu'on a calculé par les fossiles. Alors ça a été revu à la baisse il y a 2 ans, en 2011, et là on dit en fait que c'est 300 fois plus vite. Jérôme quand même de dire un chiffre comme ça. Hein. Donc l'humain est la cause de vitesse de disparition des espèces 300 plus élevée que ce qui s'est passé depuis la sortie des océans. Que sont devenus les éléphants nains de Méditerranée, le pigeon migrateur américain, le pingouin arctique, le dodo, ou il y a maintenant 5 ans, le Beiji, le fameux océan qu'on a laissé disparaître en Chine. J'étais à Wuhan il y a quelques mois en Chine, sur les traces du Beiji, parce qu'il répondait à des signatures sonores. On a fait des campagnes, aucun dauphin ne répond. Il a disparu, le Beiji, dans la différence totale. Alors on dit, mais son Beiji, on s'en fout. Hein. Nous, on ne connaissait pas. Hein, un dauphin rose, c'est sympa, mais évidemment, il n'a pas des yeux aussi nombreux que le petit chat à la maison, non. On s'en fout. Ouais, c'est le premier d'une longue série de grosses bêtes qui vont partir, qu'on va perdre. Par contre, à l'inverse, on est sur de bio-aspiration, il avait un sonar génial. Il vivait dans un fleuve, quand vous mettez votre main dans l'eau, vous ne voyez plus vos doigts, il ne servait à rien. Hein. Donc il avait un fabuleux système de sonar, comme jamais les vivants l'avaient inventé. On l'a perdu. Les éléphants nains, on a imaginé ça en Méditerranée, c'était magique. 16 espèces d'éléphants nains et d'hippopotames nains, adultes, comme ça.
Vous imaginez ça en laisse, là, ou au baladant tout à l'heure, un éléphant comme ça? C'est génial. On les a bouffés tous. Chypre, la Sicile, Rhodes, la Crète, on débarque, chacune avait son éléphant, tous bouffés. En Corse, il y avait 6 mammifères terrestres avant que l'humain arrive. Bon, c'est très bien vu dans le gisement, on fait beaucoup là-bas. L'homme arrive, tous bouffés. Il y avait un impalpable, un drôle de bête qui vécut en Corse, hein, partout. Et tous les mammifères corsacales, à part les chauves-souris évidemment, ont été amenés par l'humain. J'ai une grand-mère corse, donc je peux dire ça. Hein. Tous les mammifères corsacales ont été introduits par l'humain, à part les chauves-souris. Vous voyez que les effets de l'humain sont quand même assez puissants. Vous vous rappelez le nom de Polyphème, le cyclope, hein? Vous vous rappelez cette histoire du cyclope? Quand Ulysse arrive en Sicile, il se coltine sur ce grand géant avec son œil unique sur le front. La légende est venue de quoi? Ils avaient trouvé des crânes d'éléphants là. Un crâne comme ça d'éléphant. Pour eux, ça ne peut pas être un éléphant, un crâne comme ça. Il y avait un gros trou au milieu, qui était les fosses nasales et la trompe. Voilà comment est née la légende de Polyphème et du cyclope. Et bien Polyphème, on l'a bouffé, tout simplement. Espèces qui ont disparu, alors ça c'est intéressant pour le milieu marin, parce que là c'est du lycéen, c'est tout ce qui a disparu en 5 siècles, connu. On arrive à 900 espèces terrestres. Et pour le marin, 18. Je dis pas ça au ministre, ça va venir, mais il n'y a pas de problème, je suis le professeur. D'abord, il faut être très présomptueux pour un scientifique pour dire que l'espèce marine a disparu. Hein. C'est pas évident, hein, on l'a démontré. Hein. Vous en avez un d'un petit coin d'océan, et sur les îles qu'on connaît très bien, c'est la grosse vache marine de la mer de Bering, elles sont pas la rater, il n'a plus, évidemment. Tout était bouffé, hein, fin 19e. Il y a une espèce d'oiseaux qui ont disparu marin, il y a un poisson qui a disparu, c'est tout. Hein. Donc c'est pas un critère intéressant en même la disparition d'espèces. C'est l'amenuisement des stocks, les stocks s'effondrent de partout, bien sûr. Alors ceci a amené un anthropologue, un chimiste, pas un anthropologue, qui s'appelle Paul Crutzen, en 2002, prix Nobel de chimie en 1995, il a trouvé le trou dans la couche d'ozone. Et Crutzen nous dit, voilà, je propose un nouveau terme, anthropocène, la fraction, ça c'est pour les géologues, la fraction de temps dans l'histoire de la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus la température ou le ciel de l'océan ou la longueur du jour, c'est l'activité d'une espèce dans les 2 millions connus qui s'est appelée, on l'a vu tout à l'heure, Homo sapiens. Donc l'anthropocène. Je vous laisse lire, c'est Robert Barbeau dans son livre en 2006 qui s'appelle Un éléphant dans un jeu de quilles. L'humain intervient absolument partout. Et les exemples qu'on prend souvent, c'est la mer d'Aral, bien sûr, ou bien l'île de Pâques. L'île de Pâques, on la découvre vers l'an 750. C'est fabuleux, l'île de Pâques. Je suis allé plusieurs fois. Vous arrêtez, vous allez tôt le matin, il n'y a pas de touristes. Vous êtes dans le cratère du volcan Rano Maracu et vous vous asseyez, il y a aucun retour. Il y a plein de moyens partout, des grosses statues. Et quand vous êtes là, si vous excluez les humains de l'île de Pâques qui sont là avec vous ce jour-là, le plus proche est à 4000 km. Il n'y a aucun autre endroit comme ça sur la Terre. 4000 km de l'amphi ici, je suis presque rendu au Canada, j'ai largement dépassé l'Oural, je suis largement au sud du Sahara. Donc c'est un point unique au monde. Les humains ils trouvent, par hasard ils trouvent. Et vers 750. Et dès le départ, ils commencent à exploiter, ils arrivent dans une forêt de Sophora-Toromiran, complètement couvert de forêt, c'est un paradis terrestre. Hein. Et puis donc, ils arrivent avec de l'arbre à pain, avec du coco, et avec des poulets. Les chiens sont pas résistants, ils sont morts, pas de chat, pas de chien, que des poulets. Ils boufferont des poulets pendant 700 ans. Il n'y aura que des poulets. Il n'y a aucun oiseau terrestre sur l'île, il n'y a aucun mammifère terrestre, on est trop loin du continent en fait. Hein. On pêche des tortues, on pêche des thons, on pêche des espadons, c'est pas facile de pêcher là-bas. L'eau est très pauvre, c'est parmi l'eau la plus transparente de la planète. Il y a très peu de charges de cellules dans l'eau de mer dans la région. Donc il faut des bateaux pour aller harponner au large les grands rouges ou les espadons dans des arbres, on fait des bateaux. Puis le jour où il n'y a plus d'arbres, ben, ça se passe mal, parce qu'on voit traiter sur les gisements qu'on a travaillé, on voit l'érosion du sol, on voit la terre avant s'en va à l'océan. À un moment, ils coupent le dernier arbre par ici, alors on brûle les souches, on voit les charbons de bois qui apparaissent ici dans les gisements, et c'est le collage de Jared Diamond en 2006 qui nous dit en fait, surpopulation, la ressource s'effondre, et c'est le collapse. Et quand Pierre Loti, qui s'appelait Julien Viau à l'époque, parce qu'il n'est pas encore tombé amoureux de Loti, il va la rencontrer à Tahiti un peu plus tard, il a 23 ans, je vous l'ai dit, c'est un jeune gamin sur un navire de guerre française. Il passe à l'île de Pâques, il laissera un terrible texte. Trouvez-le, il s'appelle Reflet sur la sombre route. Et d'ailleurs, avant de mourir, il est largement dépassé 80 ans, Loti, et il dira en fait un texte fabuleux, il dira, dans ma jeunesse, j'ai échangé 2 œufs de pierre contre une vieille redingote. Il conclura, j'ai commis un crime de lèse sauvagerie. Et les 2 œufs de pierre, ils sont en Quai Branly, hein, c'est les 2 murailles qui sont en Quai Branly aujourd'hui, que vous avez dans le haut du Quai Branly, les 2 gros œufs de pierre de l'île de Pâques. Et ça s'est très mal fini, parce que si je traduis en français Anakai Tangata, quelque chose comme la grotte où sont mangés les hommes, ils sont bouffés entre eux. Et quand Pierre Loti passe, ils sont 105 sur l'île. On pense qu'ils ont pu être peut-être 10 000 vers 1680 ici, avant l'arrivée des Européens. Les Européens les retrouvent le jour de Pâques, l'île de Pâques, à
Elle s'appelle Osterijnset, c'est du hollandais, c'est du flamand. Osterijnset, l'île de Pâques, le jour de Pâques, de l'an de grâce 1722. Jacob Roggeveen, capitaine hollandais, retrouve l'île de Pâques. Il ne descend même pas à terre, vous imaginez ça aujourd'hui, on m'en fout. On trouve l'île de Pâques, le mec il ne descend même pas de son bateau. Il reste 3 jours sur le bateau. C'est Béras, son second, son Bosco qui descend, et qui nous laisse une très belle description. Je me suis beaucoup intéressé à relire une ligne de bord des 4 Européens qui ont trouvé l'île de Pâques. Donc Roggeveen, un hollandais, un peu après c'est un espagnol, c'est le capitaine Felipe González de Laredo. Puis après, c'est le grand homme du Pacifique, James Cook. Et le dernier, c'est notre français, Jean-François Develop, comme de la Pérouse, il passe. Avant d'aller disparaître à Vanicoro un peu plus tard. Et quand vous lisez les descriptions de l'état de santé des Pascons entre Roggeveen en 1922 et la Pérouse de 80 par là, ça s'est totalement dégradé. Il y a de la malnutrition, il y a des gens qui meurent de faim. Ce n'est pas le cas au début, en fait. Donc, ils ont commencé à se dégrader les gens entre eux, et puis après, ça va être des déportations massives par les pirates péruviens qui vont emmener toute l'île de Pâques travailler dans les mines de guano, les gisements de guano au Pérou. Et quand Chaussure a volé l'esclavage, on ramène des Pascons, 10% de ce qui était parti à l'île de Pâques, ils avaient la variante. Et quand l'autre y passe, il n'en reste plus. Triste histoire. Tikopia et Mangaya. Mangaya, c'est l'île de Pâques en beaucoup plus rapide, une île des Cook. L'humain la découvre très récemment, en ce moment, la Nouvelle-Zélande, 1250. Détruit tout, et au bout de 2 siècles, doit partir parce qu'il n'y a plus rien à bouffer. Mais là, on n'est pas trop loin, on va sur l'île d'à côté. Il n'y a pas qui s'en trouve dans il n'y a pas de bateau pour revenir en France. Et Tikopia, c'est une belle histoire. C'est un peu ce qui nous guette si on ne fait pas attention. Tikopia, le pouvoir en place se rend compte de ce qui se passe. Ça ne va pas. Trop de bébés, il n'y a plus assez à bouffer, il faut qu'on parte. Et on va obliger des femmes, des enfants, et leurs poulets, leurs chiens et les chats qu'ils avaient sur des bateaux à partir sans aucun espoir de retour. C'est pas suffisant, on tue systématiquement tous les seconds enfants. Et c'est là que je dis dans mon discours, je dis, faites attention parce que il vaut mieux prévenir que guérir. Le jour où on se dit finalement, l'humain, il se débrouillera bien quand les grands problèmes vont arriver. Ça va être dans la douleur, je peux vous garantir. Il faut prévenir à l'avance. Ou alors on va aller dans une dictature écologique. Je ne sais pas si c'est mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Un jour, Alain Juppé m'avait dit, mais Gilles, mais ce que tu racontes là, tu crois qu'une démocratie peut régler ces problèmes? Vraie question intéressante, super intéressante comme question. Alors, c'est vrai, évidemment, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais si on ne prévient pas, on va en arriver là. Et si Rocard écrivait un article dans Le Monde il y a pas longtemps, il disait on retourne à la barbarie. Et chaque fois que l'humain revient à la barbarie, qui traque en premier, ce sont les femmes, chaque fois, les femmes et les enfants. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur ces questions particulières. Alors les pêches, quelques mots maintenant. Donc sur les pêches maritimes, ici, les pêches ont deux nos moyens. Quand vous regardez les évolutions mondiales de prise de capture, en fait, depuis 20 ans, on ne prend pas un poisson de plus, 80 millions de tonnes, déclaré, parce que là tout le monde triche, c'est du poker menteur. Quand je m'accroche avec les pêcheurs de thon en Méditerranée, le cynisme est total. On me dit, mais de toute façon, Gilles, tout ce que tu dis est de plus en plus faux. Parce que depuis 10 ans, nous, on sous-déclare de plus en plus nos captures, de toute façon. En France, on calcule en Europe, la pêche est calculée sur les débarquements déclarés. C'est une fumisterie totale. Voilà pourquoi la politique commune de la pêche ne marche pas. En fait, on pêche 130 millions de tonnes depuis 20 ans. Et ça, c'est le maximum que l'océan peut accepter. Des bateaux de plus en plus puissants, des systèmes terriblement organisés de détection des poissons et de capture, ça ne bouge pas, on pêche la même chose. Aujourd'hui, 170 millions de tonnes entre aquaculture et pêche. C'est les stocks qui sont donc en bleu pleinement exploités, en rouge surexploités, ça fait qu'augmenter, et en vert, les stocks qui sont sous-exploités, il y en a de moins en moins. Et quand vous voyez